2 heures après avoir accouché, j'ai regardé mon mari et je lui ai demandé de prendre notre fille dans ses bras. Il n'a pas bougé. Il est resté là, dans son manteau gris sur mesure, à la regarder comme si elle était une erreur laissée sur son palier par une inconnue. Puis, il s'est penché assez près pour que je sois la seule à l'entendre et il a prononcé les mots qui allaient mettre fin à notre mariage avant même le lever du soleil. J'ai déjà un fils avec une autre femme. Je ne vais pas mettre mon nom sur ce bébé. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé de répéter. J'ai regardé le visage de ma fille, encore doux et rosé, totalement inconsciente que son père venait de choisir quelqu'un d'autre au moment même où il la rejetait. Je l'ai serré plus fort contre ma poitrine et j'ai souri. Alors souviens-toi de ce moment, ai-je murmuré, car c'est le dernier que tu auras de nous. Il a ri. Il a vraiment ri, comme si j'avais dit quelque chose de mignon et d'anodin, le genre de choses qu'une jeune mère fatiguée dit avant de reprendre ses esprits. Il n'avait aucune idée que, dès le lendemain matin, nous serions partis et que ses regrets ne faisaient que commencer. Je m'appelle Sable Reed et voici l'histoire de la nuit où mon mari a jeté aux orties sa famille, sa fortune et son avenir. Le tout, 2 heures après que je sois devenue mère. 4 ans plus tôt, Weston Callaway était entré dans ma vie comme le font toutes les choses coûteuses, discrètement, puis tout à la fois. Je travaillais comme auditrice de contrat pour une entreprise de taille moyenne à Lyon. Ce genre de poste où l'on lit les petites lignes jusqu'à ce que les yeux vous brûlent et que le café refroidisse 2 fois avant midi. Il était l'héritier de Callaway Holdings, un groupe immobilier et hôtelier que son grand-père avait bâti en partant d'un simple motel de bord de route pour en faire un empire qui possédait les gratte-ciel de la Défense. Il n'avait besoin d'impressionner personne. Il ne haussait jamais le ton, ne vérifiait jamais son téléphone pendant les dîners, ne m'a jamais fait sentir que j'étais un accessoire dans une vie déjà pleine avant mon arrivée. La première année, j'ai cru avoir trouvé la chose la plus rare au monde, un homme fortuné qui se souvenait encore comment être gentil avec une femme qui ne pouvait rien lui apporter. Sa mère, Adèle, était polie avec moi comme on l'est avec quelqu'un que l'on attend de remplacer. Son père, Preston Callaway, m'adressait à peine la parole les premières années, quittant généralement la pièce quelques minutes après mon arrivée sous un faux prétexte. Je me disais que c'était simplement sa nature. Vieille fortune, vieille manière, vieux silence. Je ne comprenais pas encore que dans cette famille, le silence n'était jamais neutre. C'était une décision prise avec soin et réévaluée uniquement lorsqu'elle cessait d'être utile. Nous nous sommes mariés 18 mois après notre rencontre. Une petite cérémonie que Weston a insisté pour garder modeste. Loin du bruit de l'entreprise, disait-il, en me serrant la main comme si nous étions 2 conspirateurs contre quelque chose de plus grand que nous. Je me souviens m'être tenu dans le couloir de la mairie juste avant, redressant sa cravate parce que ses mains tremblaient. Et pensant qu'un homme aussi nerveux à l'idée de m'épouser ne pouvait sûrement pas être capable de la cruauté calme et calculée que je rencontrerais 2 ans plus tard dans une chambre d'hôpital. Je me trompais, tout comme je me trompais sur beaucoup d'autres choses à l'époque, surtout parce qu'il était très doué pour faire passer ses mensonges comme des vérités simples plutôt que comme des scripts soigneusement préparés. C'est au cours de notre 2e année de mariage que j'ai entendu pour la première fois le nom de Camille Russo. Elle était l'assistante de direction de Weston, une femme en blazer ajusté et à la voix qui ne dépassait jamais un registre calme et égal. Je l'avais rencontrée 2 fois lors d'événements d'entreprise. La 2e fois, lors d'un dîner de Noël, je l'ai surprise en train de regarder Weston à l'autre bout de la pièce avec une expression que je n'ai pas su identifier sur le moment. Pas vraiment de la culpabilité, pas vraiment du désir, quelque chose de plus proche de l'épuisement. Je me suis dit que j'avais imaginé cela. Je n'avais aucune raison de penser le contraire. Weston rentrait toujours à la maison la plupart des soirs. Il se souvenait toujours de notre anniversaire. Mais avec le recul, les petits détails avaient déjà commencé. Les appels qu'il prenait dans l'allée plutôt qu'à l'intérieur, les voyages d'affaires qui s'étendaient d'1 jour, puis 2, avec des explications techniquement plausibles mais jamais vraiment précises. Chaque fois que j'évoquais l'idée d'agrandir la famille, un 3e enfant, une maison plus grande, il se taisait d'une manière qui ressemblait moins à un homme projeté dans l'avenir qu'à un homme calculant combien de temps il pourrait encore éviter le sujet. J'ai remarqué ces moments, mais je ne me suis jamais laissé aller jusqu'au bout de ma pensée. Une nuit, au début de cette 2e année, il est rentré après minuit d'un prétendu dîner client,
et j'ai trouvé le lendemain matin dans sa poche un reçu d'un restaurant situé à 2 villes de là, un endroit dont il ne m'avait jamais parlé. Daté de 2 heures avant l'heure où il m'avait dit être parti. Je l'ai interrogé au petit déjeuner, à moitié en plaisantant, et je l'ai regardé construire une explication en temps réel, un dîner de départ à la retraite d'un collègue, une table qu'il a rejointe en retard, rien qui ne vaille la peine d'être retenu. Je me souviens avoir pensé, même à ce moment-là, qu'un homme qui dit la vérité n'a pas besoin de 3 phrases pour expliquer un simple dîner. J'ai laissé couler, car il était plus facile de laisser les choses glisser que d'être le genre d'épouse qui tient une liste. Ce même soir de Noël, je me suis retrouvée à côté de Camille près du buffet pendant que Weston était entraîné dans une conversation sur les chiffres trimestriels à l'autre bout de la pièce. Elle a demandé comment se passait l'aménagement de la chambre de bébé, puisque j'avais mentionné vouloir un enfant à quelques personnes lors de la fête de bureau l'année précédente. C'était une question banale. Ce dont je me souviens, c'est avec quelle précaution elle l'a posée, comme si elle contournait quelque chose qu'elle ne voulait pas déranger, et comment elle s'est excusée presque immédiatement après ma réponse, avant même que j'aie fini ma phrase. Je me suis dit qu'elle n'était tout simplement pas habituée à faire du « small talk » avec la femme du patron. Je n'y ai plus repensé pendant près de 2 ans. Avant tout cela, avant que le nom de Camille n'apparaisse, il y a eu 2 ans de rendez-vous en fertilité dont aucun de nous ne parlait à quiconque en dehors de la salle d'attente de la clinique. Weston est venu à chaque séance la première année, m'a tenu la main lors de 2 procédures qui n'ont pas fonctionné, et m'a dit plus d'une fois que nous avions le temps, que cela arriverait quand ce serait le moment. Avec le recul, je me demande quelle part de cette patience était réelle et quelle part était simplement plus facile à jouer que l'alternative. Une conversation sur le point de savoir s'il essayait encore, dans tous les sens du terme, avec moi. Je ne saurai jamais avec certitude quand son attention a commencé à se diviser. Je sais seulement que quelque part durant cette 2e année, pendant que je suivais des calendriers d'ovulation et que je pleurais seule sur des parkings après des examens qui ne menaient à rien, une autre version de la réponse qu'il prétendait attendre était déjà en cours ailleurs. Quand je suis enfin tombée enceinte au printemps de notre 3e année, Weston a pleuré devant l'échographie. Je m'en souviens si clairement parce que c'est devenu le souvenir auquel je me suis accrochée à travers tout ce qui a suivi. Il a peint la chambre du bébé lui-même en un week-end. Il a choisi un nom avec moi pendant des mois, un nom sur lequel nous nous sommes enfin mis d'accord la semaine précédant l'accouchement, Marlo. Je ne savais pas alors que Camille était déjà enceinte de plusieurs mois. J'ai dû accepter depuis que je ne saurais peut-être jamais quand cela a commencé, seulement que cela durait depuis assez longtemps et avec assez de discrétion pour que je ne m'en aperçoive jamais en 4 ans à faire attention à presque tout le reste. Ce que je n'ai appris que beaucoup plus tard, c'est que Preston était au courant de la grossesse depuis des mois et avait posé son propre ultimatum à Weston, résoudre la situation d'une manière ou d'une autre avant la réunion du conseil d'administration pour la revue de fin d'année. Sinon Preston soulèverait lui-même la question devant des gens dont l'opinion comptait plus pour Weston que la mienne. Cette revue avait déjà été avancée, et elle était prévue pour la semaine suivant mon terme. Weston ne m'avait rien dit de tout cela. Il était simplement à court de temps pour empêcher ces 2 vies séparées de se rencontrer. Le matin où j'ai commencé le travail, Weston était à la maternité avant même que j'aie fini mon inscription, faisant les 100 pas dans la petite salle de triage avec une énergie nerveuse que j'ai prise à l'époque pour de l'excitation plutôt que pour de la culpabilité. Il a tenu ma main pendant 11 heures de contraction, a calé ma respiration, m'a donné des morceaux de glace quand je ne pouvais rien avaler d'autre, et a dit aux infirmières 2 fois, sans qu'on lui demande, à quel point il était excité de devenir enfin père. Avec le recul, je pense qu'une part de lui le pensait vraiment sur le moment, de la même manière qu'un acteur peut incarner une réplique pendant qu'il la prononce, tout en quittant la scène pour une vie totalement différente 5 minutes plus tard. Marlo est née à 6h47, un mardi. Elle a pleuré et le son a rempli la pièce d'une manière que je ne peux toujours pas décrire, sauf pour dire que c'était le début de quelque chose d'énorme. Je l'ai tenue contre ma poitrine, encore tremblante, et j'ai levé les yeux vers Weston, attendant qu'il se tourne vers elle comme il l'avait promis depuis 9 mois. Il ne s'est pas approché. Il a reculé vers la fenêtre. Je me suis dit qu'il était sous le choc. Alors je lui ai demandé doucement, « Tu veux la porter ?» « Non », a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix était devenu plat, prudent d'une manière que je ne lui connaissais pas.
Il est sorti dans le couloir quelques minutes plus tard, et à travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu des fragments d'un appel qu'il pensait manifestement que je ne pouvais pas entendre. Une voix de femme à l'autre bout, tendue et insistante, et Weston murmure en bas, « Pas comme ça, pas au téléphone », avant de raccrocher et de rester là un long moment, la main toujours sur le cadre de la porte. Ce que j'ignorais encore, c'est que Camille l'avait appelé 2 fois ce matin-là. La deuxième fois pour lui dire qu'elle n'était plus prête à rester cachée derrière une autre étape importante. Elle voulait que leur fils soit reconnu publiquement avant la revue du conseil. Et sous cela, un SMS était arrivé de sa mère 20 minutes plus tôt, lui faisant savoir qu'elle et Preston étaient déjà en route vers l'hôpital pour rencontrer leur nouvelle petite fille. Sans aucune intention de prétendre une fois arrivé qu'il n'y avait qu'un seul petit enfant qui valait la peine d'être reconnu cette année-là. Weston avait peut-être 1 heure avant que ses parents entrent dans cette pièce et décident, selon leurs propres termes, comment tout cela allait se dérouler devant moi. Il est revenu avec un costume propre. Et je comprends maintenant qu'il ne s'habillait pas pour une conversation qu'il voulait avoir. Il s'habillait pour celle qu'il n'avait plus aucun moyen d'éviter. 2 heures plus tard, après que les infirmières aient nettoyé la pièce et que le calme soit revenu, il est revenu comme s'il n'était sorti que pour se changer pour ce qu'il s'apprêtait à dire. Il m'a parlé de Camille et d'un fils portant le prénom de son grand-père, né 4 mois plus tôt. Ses parents, a-t-il dit, avaient déjà rencontré le bébé et étaient, bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement, à quelques minutes de franchir ma porte. Ma famille a besoin d'un héritier mâle, a-t-il dit comme s'il lisait une note que quelqu'un d'autre avait écrite pour lui. Camille leur en a donné un. Je ne reconnaîtrai pas ta fille comme une Callaway. Je voulais crier. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé le petit visage endormi de ma fille et quelque chose en moi est devenu immobile et tranchant, comme une porte qui claque au loin. Tu les choisis eux, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je choisis l'avenir de ma famille, a-t-il répondu, comme si nous ne nous tenions pas au milieu de tout cela. J'ai souri. Ça l'a surpris. J'ai pu voir un changement dans sa mâchoire. Alors souviens-toi de ce moment, lui ai-je dit, parce que c'est le dernier que tu auras de nous. Il a ri et est sorti pour prendre un appel, déjà à moitié reparti vers la vie qu'il pensait l'attendre à l'autre bout de ce couloir. Je suis resté dans cet hôpital 2 nuits de plus, la durée de convalescence standard recommandée par mon médecin. Et je me suis accordé ces 2 nuits parce que je ne faisais pas encore confiance à mes propres jambes, et encore moins à mon jugement. Weston n'est pas revenu. Ma sœur, Odette, a conduit 4 heures depuis Bordeaux dès que je l'ai appelée la première nuit, arrivant avant l'aube, toujours dans les vêtements avec lesquels elle avait dormi. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé de quoi j'avais besoin, et elle a pris les choses en main, portant Marlowe pour que je puisse dormir par tranches réelles au lieu de fragments, argumentant gentiment avec une infirmière sur mon traitement antidouleur. S'asseyant dans le fauteuil du coin pendant les heures de visite comme si elle comptait tenir plus longtemps que n'importe qui essayant de me faire partir avant que je sois prête. Elle m'avait dit, lors de mon propre mariage, discrètement devant le gâteau, que Weston avait le genre de politesse qui n'apparaît que quand quelqu'un regarde. J'avais ri à l'époque. Je n'ai pas ri assise dans cette chambre d'hôpital, comprenant enfin exactement ce qu'elle avait voulu dire, 4 ans trop tard. C'était elle qui était assise à côté de mon lit au lieu de Weston. Et quelque part, durant cette 2e nuit, j'ai cessé d'attendre qu'il repasse la porte. C'est durant cette même nuit que j'ai enfin répondu à un appel que je repoussais depuis 3 semaines, de la part de l'avocate de la succession de mon défunt oncle Elliot, une femme nommée Joséphine Nader. Elliot était mort 8 mois plus tôt, un ingénieur structure à la retraite qui avait passé 40 ans à concevoir l'ossature de bâtiments dont d'autres hommes avaient récolté les lauriers. J'avais supposé que l'appel ne concernait que de la paperasse, rien qui ne compte face à une première grossesse. J'avais tort. Joséphine m'a dit plus tard qu'elle ne m'avait pas appelé pendant 3 semaines d'affilée pour quelque chose de routinier. Elliot était venu dans son bureau 1 an avant sa mort, sans qu'on le lui demande, et lui avait demandé de réviser un ancien accord de partenariat qu'il détenait d'une affaire de développement vieille de plusieurs décennies. Un accord qui avait été intégré à Callaway Holdings lorsque l'entreprise s'était développée. Il lui avait dit vouloir s'assurer que les documents signifiaient toujours ce qu'ils signifiaient autrefois. Elle avait trouvé quelque chose qui l'inquiétait assez pour continuer à m'appeler, un accord de vote, toujours actif, toujours contraignant,
qu'Elliot n'avait jamais dit sous, lié à sa participation de 11% dans la branche développement de l'entreprise. Elle m'a dit qu'Elliot n'avait jamais complètement expliqué pourquoi il voulait qu'il soit révisé, seulement qu'il lui faisait confiance pour le comprendre finalement, même s'il n'était pas là pour l'expliquer lui-même. Elle avait travaillé avec lui pendant près de 15 ans et a dit qu'elle ne l'avait pas encore totalement compris jusqu'à ce qu'elle voie en temps réel exactement ce que cette préparation silencieuse avait protégé tout du long. Elle ne savait pas encore pourquoi j'en aurais besoin. Elle savait simplement, selon ses mots, que certains héritages valent la peine d'être compris avant d'en avoir besoin, et non après. Je lui avais demandé, depuis ce lit d'hôpital, ce que tout cela signifiait pour moi maintenant. Cela signifie, a-t-elle dit, que vous avez plus votre mot à dire dans cette entreprise que votre mari ne le pense. Je n'ai rien précipité comme je pourrais le raconter pour les faits. Je suis rentrée d'abord dans la maison que Weston et moi avions partagée, pour une semaine exactement, parce que j'avais besoin d'un endroit familier pour comprendre ce qui allait suivre. Et parce qu'une avocate censée vous dira de ne pas prendre de décision permanente 3 jours après un accouchement. Weston n'est pas rentré non plus. Il est resté chez ses parents, et le seul contact que j'ai eu de lui cette semaine-là a été un seul SMS demandant si j'avais eu le temps d'y réfléchir. Comme si j'étais celle qui devait reconsidérer une décision qu'il avait prise des mois avant que je sois en travail. Il a appelé une fois cette semaine-là, la 4e nuit, et j'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, il n'a pas demandé après Marlo. Il a demandé si j'avais parlé à quelqu'un de l'entreprise, avec un ton qui indiquait clairement qu'il soupçonnait déjà que c'était le cas. Je lui ai dit la vérité, que je n'avais encore rien décidé, ce qui était exact, même si ce n'était pas toute l'histoire. Il a dit, presque gentiment, qu'il espérait que nous pourrions garder cela civil pour le bien de tout le monde, comme si la civilité était quelque chose dont il venait tout juste de se souvenir de l'existence, maintenant que cela pourrait lui coûter quelque chose de la perdre. J'ai raccroché sans répondre et je suis restée assise avec le téléphone sur mes genoux pendant un long moment, écoutant Marlo respirer dans le berceau à côté du lit, essayant de comprendre quelle version de lui avait jamais été réelle. J'ai passé la majeure partie de cette semaine à faire des choses ordinaires qui semblaient étranges dans le contexte de tout le reste, plier des tout petits vêtements, apprendre le rythme des pleurs d'un nouveau-né, rester debout dans la chambre du bébé qu'il avait peinte lui-même. Et passer la main le long d'un mur qui, soudainement, semblait appartenir au mariage de quelqu'un d'autre. La 5e nuit, j'ai enfin ouvert le placard et commencé à faire mes cartons tranquillement, un tiroir à la fois, non par colère, mais parce que rester avait cessé d'avoir du sens au moment même où je me suis autorisée à l'admettre. Odette est revenue ce week-end-là pour m'aider à porter les cartons dans une location à 2 rues de chez elle. Assez proche pour qu'elle puisse encore débarquer à l'improviste avec des courses et un avis sur tout. À la fin de cette semaine-là, Joséphine et moi avions examiné le dossier correctement à la lumière du jour dans son bureau, avec du vrai café et assez de temps pour poser des questions. Ce que les parts d'Elliot m'ont donné, ce n'était pas le contrôle de l'entreprise. C'était un droit légal de demander une révision formelle de la conduite des dirigeants, ce qui pourrait exposer Callaway Holdings à un risque de réputation ou financier durant toute période de financement active. Et l'entreprise se trouvait justement en phase de refinancement ce trimestre-là, un fait qui n'avait rien à voir avec la chance et tout à voir avec le genre d'expansion agressive que le père de Weston poussait depuis des années. Une liaison qui avait produit 2 enfants concurrents, dont l'un est d'une employée, durant une période où Weston avait personnellement signé des déclarations aux prêteurs décrivant ses circonstances personnelles comme stables. Était exactement le genre de conduite que cette révision existait pour attraper. J'ai déposé la demande via Joséphine au début de la 2e semaine. J'ai quitté la maison définitivement cette même semaine pour emménager dans une location près d'Odette avec Marlo, et j'ai laissé le propre processus de l'entreprise faire quelque chose que je n'aurais jamais pu faire depuis un lit d'hôpital, forcer Weston à s'expliquer devant des gens qui n'avaient jamais eu besoin de ma permission pour poser des questions difficiles. 2 semaines après mon dépôt, avant que le conseil ne se réunisse, Camille m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de la révision via le bureau, et qu'elle voulait dire quelque chose avant que cela ne devienne un spectacle. Elle semblait fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec un nouveau-né, un genre de fatigue que je reconnaissais parce que je portais une version de cela moi-même depuis 4 ans sans nom pour le définir. Elle m'a dit qu'elle avait grandi enfant unique dans une petite ville près de Périgueux,
qu'elle avait déménagé à Lyon pour le travail sans famille à proximité, et que quelque part, dans la solitude de cette première année à travailler pour Weston, une attention particulière avait commencé à ressembler à quelque chose qu'elle n'était pas. Elle a dit qu'elle s'était dit plus d'une fois qu'elle arrêterait de répondre à ses appels après les heures de bureau et n'avait jamais réussi à le faire. Jusqu'à ce que s'arrêter aurait signifié perdre la seule chose stable dans une ville où elle ne connaissait encore personne assez bien pour appeler à minuit. Elle m'a dit que Weston lui avait promis, des mois après le début des choses, qu'il avait l'intention de me quitter finalement, que le temps qu'elle se laisse le croire, elle était déjà enceinte, déjà isolée, déjà incertaine à qui d'autre elle pouvait en parler. Il fait ça, a-t-elle dit doucement. Il dit aux gens exactement ce qu'il faut pour les garder dans sa direction. Je lui ai demandé pourquoi elle me le disait maintenant. Elle est restée silencieuse un long moment. Parce que quelqu'un devrait connaître la vérité avant d'entrer dedans, a-t-elle finalement dit, plutôt que de la découvrir pièce par pièce devant un public. J'ai pensé à la chambre peinte, à l'échographie devant laquelle il avait pleuré, et j'ai compris que Camille et moi avions reçu des versions de la même performance, mise en scène pour deux femmes différentes qui pensaient chacune être le seul public. La réunion du conseil a eu lieu un jeudi dans une salle vitrée au 14e étage qui sentait le café frais et quelque chose de plus froid en dessous. Je n'étais pas tenue d'y assister en personne. Joséphine gérait le côté procédural, mais j'y suis allée quand même. Marlo endormit dans un porte-bébé contre ma poitrine, parce que je voulais que Weston voie exactement qui était assise de l'autre côté de la table quand son père lui demanderait enfin de s'expliquer à haute voix. Preston a demandé à Weston, devant 6 membres du conseil et 2 avocats externes, s'il était vrai qu'il avait engendré un enfant avec une employée tout en certifiant personnellement au prêteur que ces circonstances étaient stables. Weston a dit que la situation était traitée en privé. Preston a demandé si, en privé, incluait le fait de laisser sa fille nouveau-née dans une chambre d'hôpital devant un personnel infirmier qui se souviendrait de chaque détail. Weston n'avait pas de réponse à cela. Il a semblé, pour la première fois en 4 ans, être un homme à court de la bonne phrase à dire. Puis un ancien collègue de Weston, un homme qui avait quitté l'entreprise dans de mauvais termes 2 mois plus tôt après un différend sur une prime qu'il estimait avoir été injustement refusée, a envoyé à Joséphine un fil de messages qu'il avait gardé par simple rancœur. Weston plaisantait, des mois avant, sur le fait qu'une fois la situation de l'assistante réglée, il prévoyait de se séparer discrètement de Camille dans l'année, une fois que l'apparence ne compterait plus. Ce n'était pas la chance qui nous avait donné ce fil. C'était la conséquence ordinaire et prévisible du fait de traiter les gens comme jetables et de supposer qu'aucun d'eux ne comparerait jamais les notes ou n'attendrait le bon moment pour utiliser ce qu'ils avaient gardé. Camille est restée assise durant cette lecture, les mains à plat sur la table. Quand ce fut fini, elle s'est levée, a redressé son blazer, et a dit la seule phrase que je lui ai jamais entendue adresser directement à Weston: « Tu aurais dû simplement dire la vérité à quelqu'un. N'importe qui, même une fois, avant que cela coûte si cher. » Puis elle est sortie. Weston m'a rattrapé dans l'ascenseur après cela, avant que je puisse atteindre le parking. Il semblait plus petit dans cette boîte à miroirs que je ne l'avais jamais vu en 4 ans de mariage. Sa mâchoire travaillait comme s'il essayait de trouver une version de lui-même capable de sortir d'une pièce par la parole. « Tu as planifié ça ?» a-t-il dit. Pas tout à fait une question. Comme s'il avait besoin que ce soit ma faute plutôt que la sienne. Je n'ai eu à planifier rien du tout, ai-je dit. J'ai juste cessé de te couvrir à la seconde où tu as cessé de faire semblant. Les portes se sont ouvertes avant qu'il ne puisse répondre, et je suis sortie dans le parking avec ma fille endormie contre ma poitrine, et je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'il suivait. Ce qui a suivi n'a pas été une victoire légale nette offerte par une ancienne clause familiale, comme j'aurais pu le souhaiter. Le langage de la fiducie que la génération d'Eliott avait écrit des décennies plus tôt exigeait que tout héritier soit né au sein d'un mariage intact pour détenir la priorité de l'héritage. Et ce langage a créé exactement ce que Joséphine avait appelé dès le début, un véritable litige de succession, pas une réponse automatique. Les avocats de Callaway ont argumenté une interprétation. Joséphine en a argumenté une autre. Il y a eu des dépositions, des divulgations financières, un médiateur externe amené spécifiquement pour empêcher le différend de se répandre dans une salle d'audience que la famille voulait éviter à presque tout prix. Et plus d'un après-midi où Joséphine m'a averti que l'issue pouvait encore aller dans n'importe quel sens,
selon le précédent que le médiateur trouverait le plus convaincant. Il a fallu la majeure partie de 4 mois, parallèlement aux procédures de divorce, avant que le conseil externe de l'entreprise ne règle enfin la question par la négociation plutôt que par une décision nette. Marlo détiendrait le statut formel d'héritière en tant que seul enfant né au sein du mariage enregistré, tandis que le fils de Camille resterait totalement en dehors de la structure de succession de l'entreprise, une question distincte que Weston devrait résoudre s'il le souhaitait seul, via tout arrangement privé qu'il pourrait gérer. Sans le soutien de l'entreprise, Weston n'avait pas réussi à assurer un héritier. Il avait passé une année à fabriquer un litige qui a fini avec la fille qu'il a refusé de porter, devenant la seule enfant pour qui quiconque dans cette famille était légalement tenu de subvenir. Le règlement du divorce lui-même a pris ces mêmes 4 mois. Je n'ai rien demandé de vindicatif dans la paperasse. J'ai demandé ce qui était juste. Et avec les parts d'Eliott derrière moi et un conseil qui ne faisait plus confiance à Weston pour grand-chose, juste, s'est avéré être plus que ce que l'un ou l'autre attendions au départ. L'arrangement de garde était la seule partie où Weston est apparu initialement comme l'homme que j'avais épousé. Il a demandé une visite structurée, et j'ai laissé le médiateur fixer des conditions raisonnables parce que je voulais pouvoir dire honnêtement à Marlo un jour que je n'avais pas été celle qui avait fermé toutes les portes. Il a utilisé 4 de ses 6 premières visites programmées, arrivant en retard à 2 d'entre elles et écourtant une 3e pour un appel professionnel. À son premier anniversaire, il avait cessé de les programmer complètement. Et aucune clause, aucun médiateur et aucune somme d'argent n'ont jamais réussi à réparer la part de lui qui avait fait ce choix 2 heures après sa naissance. Preston m'a contacté lui-même, presque un an après la réunion du conseil, et a demandé si nous pouvions parler sans avocat dans la pièce. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de ma nouvelle maison, un terrain neutre, et il s'est assis en face de moi, semblant plus vieux que dans mes souvenirs, les mains enroulées autour d'une tasse dans laquelle il n'a jamais bu. Il m'a dit, lors d'une conversation qui a duré plus longtemps que n'importe laquelle de celles que j'avais eues avec lui durant mon mariage, que son propre père avait dirigé leur famille de la même manière, mesurant les gens par leur utilité plutôt que par leur caractère. Tenant les comptes au lieu de rester proches. Il a dit que son père lui avait dit une fois, quand Preston était à peine plus âgé que Weston ne l'était maintenant, que le sentiment était un luxe que l'entreprise familiale ne pouvait pas se permettre. Et qu'il avait passé des décennies à croire en cette phrase sans jamais remettre en question où cela les avait réellement menés. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point il l'avait répété avec son propre fils jusqu'à ce qu'il voie Weston sortir d'une chambre d'hôpital au lieu de se diriger vers sa fille, et reconnaisse la forme exacte de sa propre froideur en me regardant. Ce n'étaient pas des excuses, pas en tant que telles. C'était plus proche d'une explication offerte tardivement. Pour un silence qu'il semblait enfin comprendre qu'il avait aidé à construire bien avant que j'arrive dans cette famille. Adèle a envoyé une lettre vers la même période sur le même papier cartonné crème qu'elle avait utilisé pour nos invitations de mariage, disant qu'elle espérait que je comprendrais que « ces choses sont compliquées ». Je l'ai lu 2 fois et je n'ai pas répondu. Certaines compréhensions ne sont pas dues juste parce que quelqu'un décide enfin de les demander après que les dégâts soient faits. J'ai déménagé à 2 heures de là dans une maison calme avec un jardin et un érable que Marlo insiste pour renommer chaque saison. Odette monte la plupart des dimanches, sentant toujours légèrement ce que son mari réparait cette semaine-là, et elle ne m'a toujours pas pardonné le fait qu'elle se soit méfiée de la politesse de Weston des années avant que je sois prête à l'entendre. Joséphine gère la paperasse de la fiducie 2 fois par an maintenant. Toujours autour d'un café, toujours avec la même blague sèche sur la façon dont 3 semaines de messages vocaux sans réponse sont devenues la stratégie juridique la plus utile qu'elle n'avait jamais prévu de me donner. Preston envoie une carte pour l'anniversaire de Marlo maintenant, signée simplement « Grand-père ». Et l'année dernière, il a demandé via Joséphine s'il pouvait visiter occasionnellement sur des termes neutres, sans attente. J'ai dit oui, principalement parce que Marlo mérite de déchiffrer elle-même, quand elle sera plus âgée, quel genre de relation elle veut avec une famille dont elle porte le nom et dont la fortune, comme il s'est avéré, est devenue légalement la sienne avant que son père ne comprenne jamais complètement ce qu'il avait perdu. Weston m'a appelé une fois, presque un an après tout cela. Tard dans la nuit, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Aucune autorité calme ne lui restait. Il a demandé s'il y avait encore un moyen de faire partie de la vie de Marlo, de la manière dont il aurait dû le faire dès le début, avant que tout cela ait une chance d'arriver.
J'ai pensé à la chambre d'hôpital, aux 2 heures qu'il m'a fait passer à croire qu'il pourrait encore nous choisir avant qu'il décide de ne pas le faire. Tu as eu tes 2 heures, lui ai-je dit. Je t'ai donné le reste de ta vie après cela pour changer d'avis et tu as passé chaque seconde à t'assurer de ne pas le faire. J'ai raccroché et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Pas une carte, pas un message, pas même via Joséphine. Marlo marche maintenant, vite et un peu imprudente, comme le sont les tout petits quand ils ont décidé que le monde entier existe spécifiquement pour eux à explorer. Elle a ma bouche et le menton têtu de quelqu'un d'autre. Et elle a commencé à demander, de la manière fragmentée dont les enfants de 2 ans demandent n'importe quoi, où est son père. Je n'ai pas encore trouvé les bons mots. Je ne pense pas qu'il y ait une version de la vérité qui tienne parfaitement dans le vocabulaire d'un enfant en bas âge. Alors, pour l'instant, je lui dis qu'il est très loin, et je laisse cela suffire, sachant qu'il y a une conversation plus difficile qui nous attend toutes les deux quelque part sur la route, une que je refuse d'avoir avant qu'elle ne soit réellement prête à l'entendre. Je pense à cette chambre d'hôpital plus que je ne devrais probablement le faire étant donné à quel point elle semble loin maintenant. Pas la cruauté de cela. Pas même les 2 heures elles-mêmes, mais le moment exact juste avant que je ne souris. La demi-seconde où j'aurais pu choisir de m'effondrer au lieu de cela. Et quelque chose en moi, plus calme que la colère et plus stable que le chagrin, a décidé de ne pas le faire. Je ne sais pas exactement d'où est venue cette stabilité. Peut-être que c'était celle d'Eliot, attendant patiemment dans de vieux documents un moment qu'il n'a jamais pu voir. Peut-être que c'était Odette, assise à côté de ce lit au lieu de l'homme qui aurait dû être là. Peut-être que c'était juste ce qui arrive quand une personne finit par manquer de raison de se rendre plus petite pour quelqu'un qui n'allait jamais remarquer l'effort de toute façon. Chaque nuit avant qu'elle ne s'endorme, je dis à Marlo la même chose, que les gens qui sont censés vous choisir parfois ne le font pas. Et que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste la partie où vous découvrez qui le fait. Certaines nuits, elle est déjà endormie avant que je finisse de le dire. Et je le dis quand même, doucement, principalement pour moi-même à ce stade, parce que c'est toujours la chose la plus vraie que je sache nous dire à l'une ou à l'autre. Parfois, gagner, ce n'est pas obtenir une revanche. Parfois, c'est juste s'assurer que la génération suivante n'ait jamais à supplier d'être choisie. Si vous étiez à ma place, allongé dans ce lit d'hôpital avec une promesse qui vole en éclats sous vos yeux, auriez-vous souri comme je l'ai fait, ou l'auriez-vous laissé voir exactement ce que vous ressentiez à ce moment-là? Dites-le moi dans les commentaires, car je me demande toujours laquelle d'entre nous est réellement partie en ayant gagné.